là, ok, parmi nous. Je tiens à remercier Youba Mjahed, président du club scientifique informatique qui m'a invité pour faire cette présentation. Également le collectif des associations de l'université qui sont organisateurs de cet événement. Voilà, donc je vous remercie. Sinon, donc, au fait, c'est une présentation que j'avais faite, ça fait quelques semaines, au niveau de la semaine scientifique qui était organisée à Alger. Et enfin, c'est là-bas où j'ai rencontré Youba Mjahed. Il m'a invité à faire une présentation adaptée pour l'université. Voilà. Donc, ce que je vais décrire là, c'est un retour sur expérience. Donc, en fait, voilà. Donc, en fait, toutes les universités sont adaptées après la crise du Covid, chacune à sa manière, chacune avec les moyens qu'elle a. Et puis là, en fait, c'est un retour sur expérience. Voilà. Donc, une année après ou 2 ans après, on se dit voilà comment ça s'est passé. Voilà ce qui a été bien fait, donc on capitalise sur, et voilà ce qui n'a pas été bien fait, ces erreurs à éviter prochainement. Voilà. Donc, d'abord, ça c'est mon message, mon mail. Vous voyez que mon premier mail, celui de l'ESI, l'École supérieure d'informatique. Le second, celui de l'Université de Béjaïa, et puis le troisième, celui de l'ESTA. Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais avant, juste, je vous pose une question. En fait, qui sont ceux qui ont déjà activé leur compte de l'université? Est-ce que vous pouvez lever la main? OK. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait? Ceux qui n'ont pas encore activé leur compte? 1, 2. OK. Voilà, ils sont un peu plus timides. Voilà, je commence par mon parcours. Donc, au fait, j'ai intégré l'ESI, l'École supérieure d'informatique, en 2008 jusqu'à 2020. Ensuite, mars 2020, en fait, je fais une mutation à l'université de Béjaïa. Et puis, depuis juin 2021, donc depuis ce mois, en fait, j'ai fait une deuxième mutation vers l'école d'Amizol, une école informatique qui est similaire à l'ESI. Et en fait, pendant la crise du Covid, donc j'étais enseignant au niveau de l'ESI et je faisais partie, si vous voulez, de la task force qui a géré le projet de changement vers l'enseignement à distance. Et là, en fait, je vais essayer de raconter mon retour sur l'expérience. Donc le plan, qu'est-ce que je vais décrire? D'abord l'existant, qu'est-ce qu'on avait au niveau de l'ESI avant le Covid. Ensuite, le contexte de la crise. Ensuite, le projet de conduite de changement, en fait, comment ça a été géré au niveau de l'ESI, avec tous ces éléments. Donc, en fait, les acteurs qui étaient impliqués, la communication qui a été faite, la formation qu'on avait faite, comment on a géré les incidents, les problèmes et les conflits, et puis, à la fin, un bilan. Voilà. D'abord, je vous donne le contexte au niveau de l'ESI. Je pense que vous connaissez tous l'école. Donc, en fait, c'est une école supérieure. Son cursus, c'est 2 années de classe préparatoire. Ensuite, 3 années de cycle supérieur. Et puis, on forme des ingénieurs. Voilà, Bac plus 5. Et puis, la plupart, après l'obtention de leur diplôme, ils continuent ailleurs. Voilà. Donc, on a une population qui est assez technophile, en fait, qui est très à l'aise avec tout ce qui est technologique, informatique. C'est une école laboratoire, donc en fait, vous voyez, on a 1200 élèves, c'est plus petit qu'un lycée. Donc en fait, on a une grande liberté pour tester des choses, tester des outils. Voilà, même si ça ne marche pas, c'est pas grave. On a une administration en fait qui encourage vraiment l'entrepreneuriat au niveau de l'école. Voilà, beaucoup de veille technologique. Voilà, tout ce qui est utilisé à l'étranger, en fait, on le teste à notre niveau. Usage intensif des outils numériques. Et puis aussi, il y a une forte relation de confiance entre les étudiants, les élèves et l'administration. Voilà. Ce qui a, à mon avis, facilité les choses. On va dire, il n'y a pas de culture de confrontation entre les étudiants et l'administration. Au contraire, beaucoup d'harmonie. Voilà. Voilà, c'est pas toujours le cas, mais voilà, ça arrive. Si tu as avant le Covid, en fait, qu'est-ce qu'on avait comme outil? Donc, en fait, il y avait Google Workspace. Google Workspace, tout simplement, c'est quoi? C'est un ensemble d'outils que vous avez au niveau de l'université. Et parmi eux, en fait, la messagerie que vous utilisez. Mais en fait, la messagerie, c'est juste la partie apparente de l'iceberg. Il y a beaucoup d'autres outils. Donc, en fait, il y a tout ce qui permet de faire des formulaires. Il y a le Drive, il y a les slides, la Docs, etc. Beaucoup d'outils que vous utilisez. Il y a Moodle aussi, voilà, système e-learning de l'université. Et puis, il y a Workplace, par Facebook. Workplace, c'est quoi? C'est un réseau social d'entreprise similaire à Facebook, ok? Par contre, qui est utilisé à l'intérieur de l'école. Ensuite, sur Facebook, par exemple, en fait, vous avez des amis, certains, ils ne sont pas de l'université. Avec Workplace, en fait, vous aurez tous les amis, c'est des gens qui sont de l'université, et c'est des gens qui sont identifiés. En fait, il ne peut pas utiliser des pseudos, je ne sais pas, la reine des fées, ou là, c'est Mohamed Saïd, etc. On peut identifier les gens.
Par rapport à Google Workspace, pourquoi en fait je fais un zoom sur lui? Là, ce que vous utilisez au niveau de l'université, donc en fait vous avez d'abord le Gmail, ensuite vous avez les groupes. Les groupes, donc c'est la liste diffusion, ce qui permet à envoyer un groupe, par exemple doctorant@univ.bja, et puis je vais contacter automatiquement tous les doctorants. Ok? Peut-être vous avez testé, je pense, pendant la semaine passée, un groupe, tous étudiants, si vous lui envoyez automatiquement 40 000 étudiants qui recevaient le mail. Voilà. Voilà, ça c'est un exemple des groupes. Et vous voyez, en fait, sans ce système de Google Workspace, on ne peut pas contacter un ensemble de personnes de manière aussi efficace. Même si l'incident de la semaine passée, c'était quelque chose qui a été mal utilisé, on va dire. Okay? Ensuite, il y a le Drive, vous connaissez. Le Meet, c'est équivalent à Zoom, ça permet de faire des vidéoconférences, etc. Okay? Calendar, c'est l'agenda. Le chat, Docs, etc., etc. Et puis à la fin, Google Classroom, un système qui est similaire à Moodle. Voilà. Et ça, en fait, ça a été utilisé de manière très intensive au niveau de l'école. Donc la messagerie, c'est tout le monde qui consulte sa messagerie chaque jour, étudiants, employés et enseignants. Une décision est prise rapidement grâce à la messagerie. Les groupes, pareil, donc en fait, on se contacte par les groupes. Je veux contacter tel groupe, l'enseignant, il veut lui envoyer par exemple un support de cours. Il envoie au groupe destiné, ok. Le Drive, le Meet pour le truc. L'agenda, calendar, c'est pour on l'utilise par exemple pour les emplois du temps. Je vais vous montrer un exemple. Là, par exemple, c'est un exemple d'agenda d'un étudiant ou d'un enseignant. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il voit quand il rentre dans son agenda Google? Ben, ses cours, ses TD, ses examens. Si je suis enseignant, en fait, il y aura mes surveillances. Mais également, vous voyez là, par exemple, cours proba, pardon, Amphi 2, dans la partie direction des études, etc., etc. OK? Si, par exemple, un cours, il a été supprimé, l'enseignant ne peut pas venir, on supprime le cours, quelques minutes après, c'est tous les étudiants qui sont au courant que ça a été supprimé, parce qu'en fait, ils vont être tous notifiés sur leur smartphone. Là, par exemple, là, vous avez mes cours et mes TD que je n'ai pas fait aujourd'hui. Donc, on revient vers ça. Et ça marche plus. Ensuite, là, ce que vous avez en bas, c'est un système qui permet d'identifier et d'authentifier chaque personne. OK ? Si, par exemple, supposons qu'on n'utilise pas ce système d'université, je recevrai un email de la part d'un étudiant qui s'appelle, je ne sais pas, avant, c'était batman16@yahoo, je ne sais pas c'est qui. OK ? Là, la reine des faits de la part d'une étudiante, pareil, je ne peux pas savoir c'est qui est cette personne. Alors que là, avec la messagerie de l'université, je reçois, je ne sais pas, par exemple, yuba.mjahed@univ, plutôt se.univ-bja.dz, je sais que c'est telle personne. Ça permet d'authentifier les gens. Et c'est très, très important. OK ? Parce que ça permet après de faire des examens en ligne, voilà, de collecter des livrables, etc., de manière authentifiée. Ensuite, ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. OK ? Moodle, vous connaissez, je passe. Et ça, c'est le Workplace que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, en fait, c'est une sorte de... En fait, c'est un produit de Facebook qui est offert gratuitement aux universités. Donc, ça me permet de discuter de manière informelle avec les enseignants ou les étudiants. OK ? Mais tout en sachant qui est cette personne avec qui je discute. Okay ? Et tout en évitant qu'il y ait des personnes qui ne sont pas de l'université de pouvoir entrer dans le système. Donc ensuite, l'existant avant la crise du Covid. Donc la majorité des ressources des enseignants n'étaient pas en ligne, ils n'étaient pas sous format numérique. Okay ? Internet n'est pas toujours stable à l'école, ce qui est le cas aussi, je pense, au niveau de l'université. Mais également, il y a un autre problème, c'est qu'en fait, les étudiants, chez eux, ils ont ou bien une mauvaise connexion Internet, pour certains, ou pour certains, en fait, il n'y a même pas Internet. Okay ? Il y avait aussi le cas de certains enseignants qui sont technophobes. Technophobes, c'est-à-dire tout ce qui est phobe, c'est hostile. Voilà. On dit par exemple islamophobe, c'est hostile à l'islam. Là c'est qui sont hostiles à tout ce qui est technologique. Et puis on avait aussi des étudiants qui étaient à l'aise avec la formation en ligne. Et puis on avait aussi un autre contexte, c'est qu'en fait, l'année d'avant, il y avait une grève des étudiants, en fait, ce n'était pas une grève, c'était lié au Hirak, qui a fait que les études se sont terminées au mois de juillet. Et c'était quelque chose qui est très traumatisant pour les enseignants,
pour les étudiants, parce qu'en fait, c'était à Oued-Semar, Alger. Je ne sais pas si vous connaissez la région, c'est assez chaud. Voilà. Ensuite, il y avait la crise du Covid, qui a insisté l'arrêt de cours, des TD, fermeture des écoles, etc. Voilà. Et puis, en même temps, il n'y avait pas Internet chez certains étudiants. Et puis, il fallait assurer les cours pour éviter d'étudier en été. Donc, l'école, elle met en place une task force, un projet de conduite du changement. Et puis là, je vais vous montrer les différents éléments de ce projet. Okay. Premier élément, les acteurs du changement, ceux qui étaient impliqués dans le projet, comment on a communiqué, la formation qu'on avait faite, et puis comment on a géré les problèmes. D'abord, par rapport aux acteurs du changement. Chaque projet, pour que ça réussisse, il faut qu'il y ait un leader, voilà, qui va mener le projet vers la réussite. Et c'est très très important quand on a un bon meneur. Okay. On le voit par exemple que ce soit dans les facultés, l'université ou dans les clubs. Le fait d'avoir une personne qui sait mener les choses à la tête de cet organisme, ça contribue à la réussite du projet. Donc là, en fait, on avait la chance d'avoir professeur Mouloud Koudil en tant que directeur de l'école. C'était quelqu'un qui était apprécié par tout le monde, par les enseignants, par les étudiants. C'était quelqu'un de compromis, qui écoutait, voilà, qui discutait avec les gens, qui n'imposait pas. Ensuite, il y avait une cellule de crise qui a été mise en place. Elle était composée de qui? Donc le directeur des études, directrice, les responsables des départements, les responsables web et réseau, enfin, c'est eux qui s'occupent de la partie infrastructure technologique, la cellule TIS, la cellule qui s'occupe de la pédagogie, et il y avait aussi les clubs d'étudiants qui étaient impliqués. Et je pense que ça c'est important parce qu'en fait, dès le début, les étudiants étaient impliqués sur comment résoudre le problème, comment passer un enseignement à distance. Okay. Ensuite, en fait, on a fait un sondage avec les enseignants. Voilà. On leur a posé la question, est-ce que vous avez déjà une version numérique de votre cours? La plupart ont répondu non. Est-ce que vous avez Internet chez vous? Est-ce que vous êtes à l'aise avec les outils numériques, Meet, tout ça? Et puis, est-ce que vous utilisez déjà une plateforme d'enseignement à distance, que ce soit Moodle ou Classroom? Un plan d'accès, en fait, a été proposé par la direction des études. Donc, il fallait rapidement, en urgence, pour tous les enseignants, créer leur contenu en numérique, que ce soit en PowerPoint ou là autre chose. Okay. Ensuite, il fallait partager le contenu sur le drive de l'école. Donc, en fait, c'est l'espace disque partagé. Et puis, il fallait faire un suivi pédagogique par visioconférence. Okay. Dans notre cas, c'était l'outil Meet, vu que c'est tout le monde qui pouvait y accéder. Une semaine après, en fait, on a fait un sondage avec les étudiants pour voir comment ça s'est passé à la première semaine. Donc, on leur a posé la question, comment vous évaluez le déroulement de cette première semaine? Donc, la plupart, c'était bien. En fait, c'était pas très, très bien. Certains, c'était très, très mal. Globalement, parce qu'en fait, ils n'ont pas d'Internet chez eux, etc. Ensuite, quel outil que vous utilisez? Certains enseignants utilisent e-learning, d'autres Classroom. Quel outil de réunion vidéo en ligne que vous utilisez? Certains Meet, certains Zoom, etc. etc. Est-ce que la vidéo de votre séance est enregistrée ou non? 86% oui, 13% en fait, des enseignants, ils ont refusé d'enregistrer. Et puis, on a posé aussi une question aux étudiants sur leurs conditions de travail. La plupart, ils ont la DSL. Certains, ils n'ont pas la DSL, en fait, ils se connectent par la 3G ou la 4G. Certains n'ont pas Internet. Certains, ils étaient très privilégiés, ils avaient la fibre optique. Et puis, on a posé aussi des questions sur leur connexion, etc. etc. Okay. Et puis aussi des questions sur combien ça leur coûte d'avoir Internet chez eux. Okay. Voilà. Ensuite, il y avait une question aussi pour les étudiants. Est-ce que vous disposez d'un espace dédié pour étudier chez vous? La moitié, oui. Et puis la moitié, non. Certains ils nous disaient, voilà, je suis très à l'aise, j'ai une chambre tout seul à la maison et je peux étudier. Et puis d'autres, je ne peux pas étudier, je suis obligé d'étudier dans le salon. Il y a une douzaine de personnes de la famille qui partagent le même lieu de travail, etc. Okay. Ensuite, est-ce que vous éprouvez une gêne à suivre les cours et les TD en famille? Pour les 2 tiers, oui. En fait, ils étaient gênés. En fait, moi-même, par exemple, quand je fais le cours, en fait, j'ai par exemple une vingtaine de personnes qui me suivent en ligne. Mais dès que je pose la question, je demande à certains d'activer leur microphone. Là, ils sont gênés, peut-être parce qu'ils ne sont pas seuls dans la salle où ils sont. Okay. Suite à ce sondage, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà. Vu qu'en fait, ce n'est pas tout le monde qui a Internet, ou certains, dans la journée, n'ont pas une bonne connexion Internet. En fait, on a obligé tous les enseignants à enregistrer les séances vidéo. Okay.
automatiquement, en fait, une séance sur Meet qui est enregistrée, automatiquement, elle est partagée dans le Drive des étudiants. OK? Je vous montre Là, par exemple, okay, c'est toutes les séances vidéo, TD, cours, etc., de l'année passée, qui sont enregistrées. Pourquoi? Parce qu'en fait, certains n'ont pas une bonne connexion la journée, donc ils peuvent réviser le soir, revoir la vidéo, ok? Et puis aussi, ça leur permet de... Ceux qui n'ont pas Internet, ben, ils peuvent télécharger les vidéos chez leurs collègues et puis réviser à leur rythme, etc. Okay? Voilà, voilà. Et puis, suite à ce sondage, on a pris aussi certaines décisions. Certains étudiants, ils étaient en fait dispersés entre Meet et Zoom. Donc, en fait, on a obligé tout le monde à utiliser Meet. Voilà, l'étudiant toute la journée face à son PC, c'est très pénible pour le dos, pour la santé. En fait, on a réduit les séances, ok. Chaque séance d'1 heure, elle devient 45 minutes, etc., etc. Ok. Donc, en fait, l'école a essayé de s'adapter par rapport à ces contraintes. Ensuite, donc première partie, c'était les acteurs impliqués. Deuxième partie, il fallait beaucoup communiquer pour faire réussir le projet, ok. Donc, il fallait communiquer entre enseignants pour les convaincre, avec les étudiants. Il fallait faire beaucoup de réunions avec les étudiants à travers leurs délégués et puis les clubs également. Okay. Ensuite, il y avait quoi dans les messages de diffusion? Voilà, l'importance d'utiliser l'e-learning, l'importance d'enregistrer aux enseignants, parce qu'en fait, certains, ils étaient réticents à s'enregistrer. Okay. Certains, ils disaient aussi, le cours, il m'appartient, je n'ai pas envie qu'il soit partagé par les étudiants, parce qu'il y avait également le risque. Voilà, il y avait un travail de communication qui était assez important. Okay. Et puis de l'autre côté, nous, entre enseignants, on a utilisé le Workplace, l'outil de Facebook pour entreprise, pour discuter, pour communiquer, pour capitaliser sur notre expérience. Et je pense que nos étudiants, ils utilisaient plus Facebook, Discord, Slack, je ne sais pas si vous connaissez les outils, qui leur permettaient de réviser, par exemple. Ensuite, trois éléments, la formation. Okay. On a vu qu'au début, en fait, il y avait beaucoup d'enseignants qui ne maîtrisaient pas les outils numériques, ce qui n'était pas le cas des enseignants. Donc, en fait, on a créé une sorte de cours sur Google Classroom, qui est équivalent à votre e-learning. Oui, en fait, il y avait beaucoup de vidéos qui expliquaient à l'enseignant comment utiliser Meet, comment enregistrer sa séance, comment revoir sa séance, comment partager un Google Docs, comment faire une évaluation en ligne, etc. Okay. Et puis également, donc voilà, comment enregistrer l'écran, comment réussir ses réunions en Meet, comment évaluer les étudiants, comment affecter les travaux au groupe d'étudiants, comment utiliser un tableau blanc en ligne, comment faire un TP de programmation informatique en ligne, comment utiliser les maths en téléenseignement. Et puis également, en fait, on a fait un retour sur l'expérience, on a fait des interviews avec les enseignants qui s'en sortaient bien à distance. Donc on a enregistré des entretiens avec eux. Et ça permettait de partager leur expérience avec les autres enseignants qui étaient moins à l'aise. Okay. Voilà, voilà. Ensuite, il y avait aussi du support personnalisé. Donc, en fait, pour les enseignants qui avaient un problème, on a fait des séances d'assistance, que ce soit par visio, par téléphone ou là en présentiel. Ben, les enseignants qui n'étaient pas à l'aise, ils s'étaient placés à l'école. Et puis, il y avait une équipe de l'audiovisuel, par exemple, qui mettait en place l'environnement pour qu'ils puissent faire leurs cours à distance. Gestion des incidents, des problèmes. À chaque fois, vous faites... en fait, il y avait un président américain qui disait, si vous voulez avoir des ennemis, essayez de changer quelque chose. OK. Donc, évidemment, là, c'est un grand changement pour les enseignants, pour les étudiants, pour les élèves. Évidemment, il y a beaucoup qui ne vont pas être contents. Okay. Donc, il y avait les incidents, des problèmes, etc. Les problèmes qu'on a eus, c'était la technophobie de certains enseignants qui n'étaient pas à l'aise avec la technologie. Évidemment, le problème de connectivité, de connexion, que ce soit de la part des enseignants ou là des élèves. Okay. Et puis, il y avait aussi des conflits idéologiques. Ben, certains ils voulaient utiliser Meet, d'autres ils voulaient utiliser Zoom, d'autres ils étaient plus pour Google Classroom, d'autres plus pour le Moodle, voilà, e-learning, voilà. Voilà, voilà. Et puis, on avait aussi d'autres problèmes. Il fallait vérifier l'absentéisme. Voilà. La plupart du temps, les écoles supérieures, en fait, la présence est presque obligatoire pour les élèves, parce qu'ils ne sont pas nombreux. Ils ont un système qui est mal lissé. Et là, c'est difficile de vérifier si l'étudiant est présent ou non. Okay. Mais en réalité, le problème, ce n'était pas est-ce que l'étudiant est présent, mais surtout, est-ce que l'enseignant il a fait son cours ou non. Okay.
Et à votre avis, en fait, l'administration, elle faisait comment pour vérifier s'il était présent ou non, l'enseignant, s'il a fait sa séance? Question? Comment l'administration vérifiait est-ce que l'enseignant il a fait son cours ou non? Pardon? Non. Pas? Non plus. Vous vous rappelez en fait ce que je vous ai montré, tous les enregistrements vidéo des séances? En fait, il y avait le directeur des études, il vérifiait si la séance a été enregistrée ou non. Si la séance n'a pas été enregistrée, en fait, il appelle l'enseignant. Pourquoi tu n'as pas fait ta séance? Okay? Parce qu'en fait, c'était obligatoire, non seulement de faire la séance, mais également en fait, d'enregistrer la séance. Okay? Par contre, on était plus tolérants avec les élèves s'ils n'assistaient pas. Parce qu'en fait, certains, ils avaient des problèmes de connexion. Okay? Par contre, on a constaté aussi que le fait d'enregistrer les séances faisait que les élèves s'absentaient un peu plus. Parce qu'en fait, ils savaient qu'il y avait toutes les séances qui étaient enregistrées. Ils pouvaient réviser fin de journée ou en faisant une nuit blanche ou fin de semaine. Ou là. Okay? Donc en fait, obliger les enseignants à enregistrer, c'était bien. En même temps, on savait aussi d'un côté négatif. Voilà. Il y avait aussi un problème de copyright. Tous les enseignants qui ne voulaient pas partager leurs cours, vous voyez là par exemple, j'ai toute une bibliothèque de tous les cours, tous les TD des enseignants, que je peux récupérer, que je peux partager avec d'autres. Okay? Il y avait aussi les incidents d'enregistrement. Il y avait les enseignants en fait, qui enregistraient. Parce qu'en fait, quand vous terminez le mythe, votre séance d'enregistrement, normalement, vous arrêtez l'enregistrement. Et certains enseignants, en fait, ils ont oublié d'arrêter l'enregistrement. Donc en fait, l'enseignante, elle a fait elle est chez elle, elle enregistre sa séance, son TD se termine à 10h, et au lieu de fermer l'enregistrement, en fait, elle laissait, ou elle terminait ses activités okay? Et elle oubliait d'enregistrer. Et puis on a découvert qu'il y avait des séances de 10h, 8h, où ça enregistrait tout ce qui se passait à la maison. Donc en urgence, en fait, on supprimait les vidéos. Okay? Ensuite, bilan de tout ça. Globalement, en fait, tout le monde était, pas tout le monde, presque tout le monde était content, étudiants et enseignants. Le bilan est plutôt positif. Il y a un nouveau paradigme, en fait, c'est une autre façon d'enseigner, une autre façon d'étudier pour les élèves. Vous voyez, par exemple, avant, l'étudiant, il se réveillait le matin avant 2h du cours, il se déplaçait, il prenait le transport camel, donc il se réveille 20 minutes avant le début du cours, il ouvre son PC, il accède au cours. Okay? Avant, il s'est placé à l'école. Là, il allume le PC, il se connecte via Internet. Avant, il cherchait sa salle d'études ou son amphi. Là, il accède directement à travers l'agenda. Parce qu'en fait, comment on accède à la séance? Peut-être j'ai oublié de vous le montrer. Pour accéder à un cours en ligne, ce qu'on faisait. Donc là, par exemple, si j'ai un TD, je clique là. Je fais Join with Google Meet. Okay. J'espère que ça marche. Je pense que c'est la même chose au niveau de l'université. Ok, là, il me dit qu'il y a une dizaine d'étudiants qui m'attendent, par exemple. Join now. Et je commence ma séance de TD. Évidemment, il faut que j'enregistre. Ok. L'option d'enregistrement, en fait, on l'a enlevé pour les étudiants. Et on l'a laissé juste à l'enseignant, ce qu'on a fait également au niveau de l'université. Parce que certains enseignants, ils étaient gênés que ce soit l'étudiant qui lance l'enregistrement. Okay. Ensuite, pour lancer, faites quelque part là, vous avez lancé l'enregistrement, voilà, record meeting, et ça commence. Okay. Et puis à la fin, je suis obligé d'arrêter l'enregistrement. Si je ne l'arrête pas, en fait, ça continue à enregistrer. Okay. Et puis vous avez aussi vous avez un tableau blanc qui est intégré, etc. Ensuite, donc j'arrête la séance. Et ensuite, l'étudiant, pour réviser, qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, s'il veut réviser la séance du matin, en fait, il va revenir, par exemple, le cours de la semaine passée, il clique, et là, il va trouver en fait, les vidéos qui sont intégrées à l'agenda. Okay. Donc c'est facile d'enregistrer, et c'est facile également de réviser. Ok, donc là, on passe. Ok.
Ensuite, le bilan donc, est assez positif pour ce qui s'est passé l'année passée, au-delà de nos espérances, de tout le monde. Ça a permis d'accélérer la numérisation de l'école. Ça a permis aussi de créer une bibliothèque numérique qui est utile pour les enseignants, mais également pour les nouveaux enseignants. Je vous donne un exemple, par exemple. L'année passée, en fait, j'avais un cours que je faisais pour la première fois. Donc, en fait, on m'a mis avec une enseignante qui faisait déjà le cours depuis des années. Okay, donc, elle était plus à l'aise avec le cours. Ria, elle avait sa séance dimanche, et moi, j'avais ma séance le jeudi. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait sa séance le dimanche, elle enregistrait, et puis moi, pour préparer ma séance de jeudi, en fait, je revoyais le cours de la dame. Okay, donc, c'était très pratique pour les nouveaux enseignants. Okay, voilà, dans certains cas, la pédagogie était meilleure. Moi, par exemple, mes étudiants ils me disaient qu'ils comprenaient mieux en ligne qu'en présentiel, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que, par exemple, si on te pose une question et que tu n'as pas la réponse, en ligne, tu peux chercher rapidement sur Google et tu peux répondre. Voilà, ça facilite les choses. C'était un projet qui était mobilisateur aussi pour tout le monde. Okay. Voilà, il y avait toujours les problèmes, comment évaluer les étudiants, etc. Ce n'était pas aussi facile qu'en présentiel. Et puis les facteurs clés de succès, c'était quoi? L'école qui était proactive. En fait, on était déjà prêts, on était déjà ready pour ça. Et puis, voilà, c'est l'exemple pour l'université, par exemple. Donc, avec le Google Workspace, si tout le monde y adhère, enseignants, étudiants et administration, je pense que si on bascule un jour vers l'enseignement à distance, ça va être assez facile. Voilà. Donc là, je reprends juste les outils qu'on a présentés au début et qu'on avait au niveau de l'école, Google Workspace et Moodle. Et puis avec Coursera, qu'on avait utilisé aussi au niveau de l'école. Et puis qu'on a aussi mis à la disposition de l'université actuellement. Et pour le moment, par exemple, je pense qu'il y a environ 1200 étudiants sur 40 000, ce qui est peu quand même, en même temps c'est bien, qui ont activé leur compte juste pour poursuivre ces formations Coursera, qui sont gratuites et dont le certificat est gratuit. Alors que si vous êtes obligé de le payer, ça va coûter quand même un peu cher. Voilà. Voilà. Ma présentation est terminée. Je vous remercie.